Bonjour Grégory, Salut Michel, un immense merci pour nous tous, de la part de nous tous, pour nous accorder du temps. aucun problème, c'est avec C'est plaisir, ouais, c'est top, c'est super généreux de ta part. On a bien compris qu'il y avait du contre-jour, c'est pour ça que tu mettais les lunettes, il n'y a aucun problème également pour nous. ça Mais marche. je tenais à te dire que c'est parce que c'est en raison d'un contre-jour et ça fait très mal aux yeux. Je suis même moi très sensible des yeux, donc je le comprends parfaitement. C'est vrai, je suis dehors, écoute, il y a un peu plus de calme à la maison, il y a trois enfants et Ouais, ça risque d'être un peu compliqué à l'intérieur. c'est clair. Euh, donc, pendant ce confinement, qui heureusement est bientôt terminé, où est-ce que tu es, Greg? Où est-ce que tu habites Alors j'habite depuis maintenant une dizaine d'années à Bordeaux. On a dans un premier temps vécu dans le centre-ville. Aujourd'hui on est un petit peu plus à l'extérieur. Pour ceux qui connaissent, on est à Codéran. D'accord. Voilà, on a une douce et agréable vie en Gironde et on se plaît énormément ici. Est-ce que pendant cette période, tu as entretenu, tu as fait, parce que tu me dis que tu as des enfants, tout ça, donc c'est vraiment une gestion en plus d'aller faire du sport pour t'entretenir un minimum. Comment tu as fait? Oh, on arrive toujours à trouver du temps hein, pour s'entretenir, bien sûr, dans cette période. Du temps, on en a à revendre pour une fois Ouais, et c'est pas du luxe et c'est quelque chose qui, quelque part, me plaît beaucoup. C'est vrai qu'on a le temps de faire les choses et de les faire bien, notamment le sport. Et c'est vrai que cet entretien physique est important. On fait ici avec ma femme des séances régulières. Les enfants s'y mettent aussi et donc ça, c'est assez sympa. On fait ça en famille. On parcourir chacun notre tour, donc on ouais, respecte bien évidemment ouais, ce qu'on nous impose, ouais. mais on arrive malgré tout à faire un entraînement de qualité, donc ça se passe assez bien de ce côté-là, et puis on dort bien, on fait beaucoup de jeux en famille, on est très occupé, pas mal de cuisine, beaucoup de cuisine. Je me régale à prendre soin un peu de ma petite famille. Voilà, c'est une période qui est riche et au niveau du sport, ça se passe assez bien. Ouais. Bon, ben, tant mieux, parce que évidemment, quand on voit tes images sur le circuit, tu es toujours très fit, très bien affûté. Et comme on sait que l'enrôlage, ça va vite, si on Bien n'entretient sûr. pas. Ouais. Bien sûr, c'est Mm, c'est d'ailleurs en tournoi que j'ai tendance à perdre un peu du poids. mm. Et quand je suis à la maison, il faut que je fasse attention parce que bah, c'est la facilité. Hein, tu as le frigo à portée de main, tu es en libre service. Donc c'est évidemment autre chose. Et puis dans cette période de confinement, même si on fait un peu de sport, bah, il y a quand même 10 km par jour, au moins 4 ou 5 fois par semaine que je ne fais pas. Ouais, Donc physiquement, ça se ressent, bien sûr. Et ouais. quand il y aura la reprise, il va falloir se réhabituer à faire tous ces kilomètres et tous ces parcours. Ouais. En plus, tu es dans une région où il y a des très bons vins et sûrement où on mange très très bien. Voilà, écoute, c'est vrai qu'on n'est pas à plaindre ici. Ouais. Hein, voilà. Alors, euh, on a eu du temps, donc on a eu du temps de penser à beaucoup de choses. Hein. Moi-même, j'ai parcouru, mais j'ai même pas eu le temps de finir l'intégralité des photos de toi avec ta carrière, tellement il y a d'événements, tellement c'est riche. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y a déjà une telle richesse d'événements, d'émotions, de rencontres. Tu y as un peu pensé à ça? Parce qu'on est quoi? Euh, À- On a encore beaucoup de chemin à faire en plus. Donc, Bah, il reste du chemin, mm, certes. Et c'est vrai que parfois, on me demande avec qui tu as joué. C'est plutôt avec qui j'ai pas joué. Et parfois, c'est vrai que bah, j'ai joué avec Norman, Ballesteros, Mickelson, Woods en 2010, Rory plusieurs fois, Sergio, etc. C'est vrai que j'ai pas mal comme ça traversé ces années et j'en ai vraiment profité et toujours à haut niveau puisque je suis toujours resté sur le Tour européen à part l'an dernier où j'ai joué sur le Challenge Tour. ouais. Et c'est vrai que bah, oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Alors, les joueurs avec qui j'ai joué, les performances que j'ai pu faire, qu'elles soient bonnes, moins bonnes ou mauvaises. Je suis un peu passé par tous les stades et par beaucoup d'émotions, puisque j'ai gagné des tournois, j'ai eu des séries de cuts loupées. Mm, mm. Voilà, j'ai vécu beaucoup de choses, mais c'est le sport et c'est ce golf qui m'a imposé ça quelque part, et c'est la richesse de ce que j'aime vraiment profondément, ce golf qui vous tire
vers le haut parfois, mais qui est parfois aussi vraiment dur avec vous. Ouais, c'est cruel. Oui, ça crée une richesse et c'est vrai que ces 20 années sont assez denses, ouais, ont été. Alors, dis-moi, Ballesteros, c'était quelque chose, non? De différent, non? Quand même. Ouais, Mmh. bah, Esteros, déjà le jour où j'ai su que j'allais jouer avec lui, alors c'était sur la fin de sa carrière. Ce qu'on a Mmh. un peu oublié, c'est que allez, on va dire les 3, 4 dernières années ont été très compliquées pour lui au niveau du jeu parce qu'il Oui. insistait. Mmh. Et il jouait pas bien, mais clairement. Mais c'était Severiano Ballesteros. On Mmh. était au practice à côté de lui et il essayait beaucoup. Il essayait énormément. Il travaillait énormément. C'est vraiment un souvenir que j'ai de lui, de vouloir revenir, de vouloir retrouver son niveau. Et vraiment, il lâchait pas. Il aurait pu lâcher. Il aurait pu passer à autre chose, faire du design de parcours ou monter des académies. Tout aurait réussi avec lui. Ouais, ouais. C'était un dieu. Clairement. Mmh. Mmh. Et, euh, et cette partie que j'ai jouée avec lui, c'était le troisième jour de l'Open d'Italie. Et c'était en 2002 ou en 2003, je crois. C'était un deux balles. On était partis Un 2 balles? assez tôt le matin. Ouais, on était tous les deux. Et et je me suis dit, bon, on va voir comment il chip. Parce que ça, il paraît Ouais. qu'il l'a pas perdu. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'une partie de chipping et ce que j'ai vu ce jour-là, je pense pas l'avoir revu et pourtant j'en ai vu beaucoup. Mais ce qui m'a montré au petit jeu et la manière d'aborder chaque chip comme si c'était le dernier chip de sa vie, ça m'a vraiment complètement bluffé. Et j'en étais le soir, j'en parlais à mes parents et c'est vraiment cette motivation et cette manière qu'il avait de mettre 150% de lui à chaque chip qui était, et même chaque coup. Mais Mmh. les chips, c'était encore plus impressionnant parce qu'il les réussissait. Donc c'était, voilà, à ce niveau-là, c'était magique. Et puis le charisme du mec. Et il y avait Ouais. aussi Benoît Telleria qui était très copain avec lui. Et une fois, il nous a emmené dîner avec Severiano. On était quatre, un ami de Severiano, Benoît et moi. Ah, c'était incroyable. À Madère, il Ouais. me dit, Benoît, et on partageait la chambre. Il me dit, Greg, je viens d'avoir Severiano au téléphone. Il nous invite à dîner, toi et moi. Oh, oh bah oui. Je dis, mais je parle pas espagnol. Il me dit, tu veux pas venir du coup? J'étais fou, quoi. Évidemment que je vais Je vais venir. apprendre d'ici quelques heures, j'apprends. Ah, mais non, mais laisse tomber. Et donc, on a sauté dans la douche, on a rejoint Severiano et on a dîné ensemble tous les quatre avec un ami à lui qui est cadéet. Bon, ben ça, c'est d'autant plus incroyable qu'aujourd'hui, il est plus de ce monde, bien sûr. Mmh. Mais quelle légende, quelle légende. Ce qui est bien, c'est que les grands moments du golf ne se vivent pas que sur le golf. Bien sûr, surtout avec des mecs comme ça, ouais. Bah, écoute, tu nous as transportés là. On t'a vu au resto là, avec Severiano. Ouais, j'étais Ah, bien, j'étais bien. dis-moi, 3 tournois gagnés, une multitude, sur l'European Tour, hein, je parle, hein. Une multitude de top 10, plus tout ce qu'on ne sait pas, qu'on a oublié, que j'ai oublié. Donc, bon, c'est juste énorme. Il me semble avoir noté plus de 600 tournois, non, 520 tournois joués sur Ouais. l'European Tour. 520 tournois joués sur l'European Tour. Est-ce qu'avec toute cette montagne de compétences, un jour, tu envisages de faire des écoles d'enseignement Grégory Avray? Parce que 520 tournois, on a de la richesse, hein. Euh, oui, on a de la richesse. Oui, je pense à l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis assez compétent pour monter des écoles de golf? Je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir que je me forme. Je pense à l'avenir, bien sûr, et je pense à ce que je peux faire. Et j'ai très envie de justement. Ça serait pas du tout une frustration, pardon, d'arrêter de jouer parce que j'ai des idées plein la tête et j'ai Mhm. envie de faire pas mal de choses. Mais j'ai aussi conscience qu'il va falloir que je reprenne pas à zéro. Non, mais il va falloir que je me réinvestisse énormément dans une deuxième carrière. Et si elle est dans l'enseignement, il va falloir mettre les bouchées doubles pour apprendre à enseigner, tout simplement. Parce Alors, que tu sais qu'on a reçu donc Jean-François Rémézy, ouais, qui a ça dans un coin de sa tête aussi. ouais, bah, ça Mais c'est m'étonne pas pas. pour maintenant, c'est pour dans Ouais. beaucoup d'années. Ouais, bon, on verra le timing. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit dans beaucoup d'années parce que Ah, à un moment ou à un autre, il va falloir que je passe à autre chose. J'ai 43 ans. J'ai toujours dit que le jour où je me sentirais
pas capable de gagner un tournoi, ou plus capable, il faudra que je passe à autre chose. J'ai envie d'être performant, j'ai pas envie de végéter sur le tour européen, à batailler pour faire des cuts, à faire un top 10 tous les 4 mois parce que j'ai refait un chip au 14 et que j'ai réussi à prendre le par 52 au 18 pour faire birdie et du coup je fais juste top 10. Non, enfin, ce que j'ai envie de revivre, c'est ce que j'ai pu vivre par le passé et même si je le revis pas, en tout cas, j'ai envie, il faut au fond de moi que j'y crois profondément. Aujourd'hui, j'y crois encore, mais la concurrence est dure et les années passent. C'est de plus en plus compliqué d'être sur le haut des leaderboards parce que le niveau est clairement très impressionnant. Et donc, si jamais j'estime que je n'en suis plus capable, ou en tout cas que ça sera quelque chose que j'aurai moins en moi, je passerai à autre chose. Donc on verra quand, je ne sais pas. Ouais, on espère le plus tard possible, voire ouais, dans très 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 longtemps. On voilà. verra. Tu sais que Jeff dit que plus il joue, plus il s'améliore. Donc tu vas faire pareil. J'adore Jeff. S'il nous regarde, je l'embrasse. Il te regardera, t'inquiète pas. Tu sais que moi je te connais depuis longtemps, mais je ne sais pas si tu te rappelles de moi parce que je t'ai connu en 1999 à Montpellier. Tu étais venu nous faire une démo à l'école fédérale avec François Berthet. Ah bah écoute, j'étais là. Pas du tout. Voilà. J'étais là. Et on était même allé faire un trou et tu nous avais fait une démo sur un trou. Il y avait Rémi Dingfung, François Berthet. Oui, ça y est, je me rappelle. Effectivement, je me rappelle avec Rémi, on avait fait effectivement une intervention à Montpellier. Ouais. Mais alors, on avait fait 2 trous et tu avais fait un birdie et un bogey. Voilà. Quand tu avais fait le bogey, François Berthet avait dit regardez ce qui se passe parce que c'est rare, c'est qu'il est dans l'acceptation. Et golf, il vaut mieux accepter. C'est une force mentale, l'acceptation. Ouais. C'est possible, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en soi, je pense, pour être performant probablement, mais aussi pour pas mourir trop jeune, parce que ce sport vous impose tellement de choses que c'est tellement dur de contrôler chaque petite partie de ce qui peut vous arriver. Et d'ailleurs, c'est incontrôlable, donc il faut du laisser aller. Je pense que c'est un point très important. Ouais. Mais donc je disais ça dans le sens que c'est une immense qualité que tu as, ça justement. C'est ce qui permet justement après de faire de revenir, de faire des birdies, parce que si on reste bloqué dans le passé parce qu'on a raté quelque chose, c'est une catastrophe. Et j'ai donc passé un peu la loupe sur l'intégralité des derniers scores, on va dire, et j'ai vu une capacité à scorer très très bas. Tu as joué même moins 10 il n'y a pas longtemps. Moins 10. J'ai joué moins 10. C'était en Turquie, non? Oui. Ouais, c'était en Turquie. Comment on peut jouer moins 10? Eh ben, ça, c'est une bonne question. Comment on peut jouer moins 10? Je pense que cette capacité d'aller bas de temps en temps qu'on a, nous, joueurs pro, elle existe. Après, pourquoi on va faire moins 7 plutôt que moins 9? Pourquoi on va faire moins 10 plutôt que moins 6? Je pense que plus on va être dans le moment présent et plus on va être capable de réaliser ce genre de choses, et plus on va être aussi capable de réagir lorsqu'on joue pas bien. Je m'explique, si jamais on commence à se dire, bon attends, je suis moins 5, là il y a un par 5 facile et je peux peut-être faire birdie, après je peux peut-être passer moins 7. Non, si tu fais ça et que tu commences à être dans le futur, c'est pas bon. Si jamais tu te dis je suis moins 4, mais j'aurais pu faire ce birdie là, et c'est dommage, ce drive ici, il a fini dans le rough, non, c'est pas bon. Il faut vraiment toujours être sur le coup qui vient à toi, parce que sinon ton esprit va se mettre ailleurs et tu vas du coup te créer une pression qui est pas facile à porter sur les épaules. Il vaut mieux faire le bilan et faire un petit comment dire, retour en arrière de ce qui s'est passé à la fin de la journée, mais sur le moment il faut vraiment rester sur le présent, et c'est ce qui va il faut presque arriver à ne pas savoir à quel score tu es. Alors là, je suis combien? Je suis moins 5, je suis moins 7 ou moins 4, je sais plus. Bon, peu importe, on verra plus tard, on fera les comptes plus tard. Si tu arrives dans cet état d'esprit, si tu arrives à ne pas savoir quel score tu es en train de faire, là tu as une chance d'aller bas et tu as une chance d'agir lorsque tu joues mal. C'est peut-être, merci pour ces explications parfaites, c'est peut-être aussi
j'allais dire, plus facile de ne pas savoir où on est quand on a un tournoi sur plusieurs jours, parce qu'il y a le score général et le score du jour. Donc là, peut-être que c'est plus facile d'oublier parce qu'on se dit, il y a trop de choses, je ne vais pas y penser. Mais quand on a des tournois pour les amateurs de un jour, eux, ils sont pleinement conscients de là où ils en sont. Hein. Ouais, moi parfois, il y a certaines parties où même à l'entraînement, tout ça, je sais pas quel score je suis. Ouais. Et c'est souvent Ah bon c'est souvent des parties bonnes, c'est souvent des bons scores. ouais. Et j'essaye de rester dans cet état, en fait. Et c'est ça, je me dis, tiens, alors qu'est-ce qui a fait que je suis dans cet état? Bah, tiens, je vais continuer. Voilà, alors, est-ce que c'est de penser à autre chose? Est-ce que c'est de regarder, est-ce que c'est d'améliorer ma routine? Est-ce que c'est de penser à un geste technique? Bon. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai vu que tu mettais toujours ton esprit sur quelque chose. Tu as toujours ton esprit sur une chose pertinente ou quelque chose qui te détourne l'attention de. Ouais, j'aime bien me détourner l'attention. Ouais. C'est une bonne technique. Alors, également, au Qatar Masters, on a eu des contrastes au niveau du score. Oui. Et quelle est la différence entre jouer 76 et le lendemain faire 66? C'est quoi la différence entre ces deux journées? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé d'un jour à l'autre? Autant d'écart. Ouais. Malgré toutes mes années de golf et toutes les parties que j'ai derrière moi, je tombe encore dans des pièges. Et le piège de la début de partie, ça m'arrive régulièrement d'y tomber, et notamment au Qatar. Un mauvais début de partie m'a fait un peu clairement plonger parce que j'étais trop angoissé de ce qui pouvait se passer si jamais les choses continuaient ainsi. Et ça a été la meilleure des manières pour qu'elle continue, de cette manière. Donc un bogey au 2, un autre bogey au 4, je suis plus 2 alors que le mec avec qui je joue, lui, bah, justement, il est moins 3, il y a 5 coups. Je me dis, oula, il faut vite que je me rattrape, etc. Alors que non. Premièrement, c'est ainsi. Deuxièmement, il y a encore du chemin. Donc le choix du trou numéro 6 ou 7 d'aller chercher le drapeau, alors qu'en temps normal, je ne vais pas le chercher, ça a été un mauvais choix. Et ensuite, sur le par 5 du 11 ou du 12, de vouloir récupérer mes petites bêtises par une grosse bêtise a été aussi la conséquence de tout ce début de partie. Et donc un double bogey là où justement mon partenaire fait birdie. Et après, c'est l'écroulement parce que tu vas refaire un 3 putt parce que tu as la tête au début du parcours. Et voilà. Ça va vite. Hein. Dans ça va tout vite. ce que je t'ai dit, il n'y a pas un souci technique en fait. Enfin, même si probablement ce jour-là, je loupais des coups pour une bonne raison. Ouais. Mais en tout cas, le souci technique était peut-être probablement là le lendemain également. Et ce lendemain-là, non, je rentre un coup de fer au 3. Je me rappelle très bien, je jouais avec Julien Guerrier. J'avais fait un birdie au trou d'avant. Tout à coup, je suis moins 3. Bim, je prends un par 52, je suis moins 4. Et là, tout à coup, tu es dans une autre spirale. La partie de la veille, tu l'as oubliée alors qu'elle était catastrophique et tu finis ta partie à moins 6, quasiment meilleur score du jour. Bah oui. Va comprendre juste que je tombe encore dans des pièges. Je tombe encore dans des pièges. Et ça, le but que j'aurais vraiment à enseigner un jour, si je devais enseigner, c'est de ne pas tomber dans ces pièges, de ne pas tomber dans ce que le golf vous tend, mais tellement largement viens te tromper et faire toutes tes erreurs les unes après les autres parce que tu vas avoir juste fait un 3 putt et un mauvais drive. Ouais. Et ça, c'est un piège énorme dans lequel je suis tombé. On a posé aussi la question à Greg Norman il y a quelques années et on lui a demandé quelle était la différence entre justement des parties à contraste. Et lui, la réponse était le physique pour lui, hein, la condition physique. Ouais, c'est sûr que si physiquement on se sent bien, mentalement on se sent bien déjà, donc ça ne va pas changer forcément toute la face du monde, mais rien que cette différence que physiquement on puisse accéder au mental et donc se sentir mieux dans la tête, déjà c'est une très bonne chose et c'est sûr que c'est un bon point. Mais quand on discute entre passionnés de golf depuis de nombreuses années, les gens sont toujours vraiment interpellés sur justement les contrastes du golf. Donc c'est toujours intéressant. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu sur la. Je disais que tous les passionnés de golf, quand on discute ensemble, on est toujours stupéfait des contrastes. Allô.
Ouais, on a Oui, refait. C'est bon, j'espère que tu n'as pas trop mal au bras depuis tout à l'heure. Je te vois avec le. Est-ce que tu veux que je fasse une pause et que je te rappelle pour remettre du réseau ou ça va? Ça y est, je suis tout bon. Ah, parfait. Je disais que les passionnés de golf, depuis toujours, donc quand on discute ensemble, on est toujours très surpris des contrastes, mais on n'a pas la raison. Donc là, tu nous as donné des éléments de réponse. C'en est une, pourrait y en avoir d'autres, hein, mais c'est sûr que celle-là, c'est exactement ce qui s'est passé au Qatar. Ouais. Dis-moi, j'ai vu aussi que tu avais pris, alors je ne sais pas si c'est un cours ou un conseil, de José Maria Olazabal. Oui. Alors, Ah, comme je sais que tu approches très très bien, pour en avoir été Alors, témoin, là, on va pas être d'accord. il t'a appris à faire quoi? À la faire voler directement dans le trou? Non, le petit jeu, au fur et à mesure du temps, est devenu un point faible dans mon jeu. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je l'ai, et la principale, je l'ai un peu délaissé. Je l'ai un peu délaissé parce que je ne me suis pas structuré d'une manière assez importante pour, malgré le fait de bien me sentir sur un compartiment du jeu, le travailler. J'aime bien arriver au practice, taper mes balles, j'adore faire du putting, j'adore aller jouer. Et c'est vrai que le chipping, c'est quelque chose que j'ai souvent fait, travaillé, mais pas aussi bien que le reste. Donc ça s'est au fur et à mesure du temps dégradé. Et aujourd'hui, lorsque je loupe un green ou lorsque je loupe ou quand je passe une mauvaise journée, et notamment au Qatar, c'est un peu ce qui s'est passé, j'ai du mal à récupérer et à rester dans un bon score. Donc ma stratégie a été impactée là-dessus, puisque en me rendant compte de ça, dans un premier temps inconsciemment, puis consciemment, j'ai joué de plus en plus des milieux de green pour D'accord. juste ne plus louper les Ouais. greens, pour ne Ouais. plus avoir de chip à faire. Et donc, en jouant les milieux de green, je me suis éloigné des drapeaux. Donc, j'ai commencé à faire de moins en moins de birdies. Donc, tout ça, ça a une vraie conséquence. Ouais. Et j'ai voulu y remédier en prenant de plus en plus de temps à m'entraîner là-dessus. Et je me suis dit, à un moment donné, tiens, si j'essayais de m'entraîner avec l'un des mecs que je connais qui chip le mieux, José Mario Olazabal, qui est un bon ami, qui habite pas très loin de chez moi. Je lui dis, tiens, si je lui demandais, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, il me dit non. Au mieux, Ouais. on passe du temps ensemble et ça va être génial. Et j'ai passé 2 fois entre 4 et 5 heures avec lui au chipping. Alors, une fois sur le golf de Seignos et une fois à Arkang, où Olivier Église nous a accueillis. Et ça a été d'une richesse incroyable. Et j'ai en vidéo effectivement plein de moments qu'on a passés ensemble, que je me remets de temps en temps avant d'attaquer certaines séances. J'espère en refaire à l'avenir, parce que c'est vrai que ça a été un moment extrêmement riche. Ouais. Il est sur quoi? Il est sur beaucoup la sortie du club? Beaucoup sur la sortie du club, beaucoup sur donc la posture. Lui, il a toujours le poids 50-50 qui veut le faire, quel que soit son choix de trajectoire de balle, que ce soit une balle haute, balle basse. Après, il change la balle dans le stance, mais il reste toujours avec cette même répartition de poids. D'accord. Et même jusqu'à 70-80 mètres. Et ça, c'était très étonnant, parce que moi, j'avais tendance parfois à tanker beaucoup à gauche sur un mauvais lie, à justement essayer sur un très bon lie de l'accueillir. Et lui, non, il est beaucoup plus simple dans sa position. Une grosse analyse de son lie pour justement décider du coup, et puis une faculté à réussir tout ça. C'était dingue. Et ce qui était génial dans son discours, c'est que lui a tout appris de Ballesteros. Donc lui, il me dit, tu sais, moi, tout ce que je te dis, c'est ligne directe, Severiano Ballesteros. Ah ouais. J'ai tout appris avec lui. Lui, il n'ouvre jamais la face, tu sais, le corps aligné à gauche, la face alignée à droite, pour essayer Ouais. pour essayer de faire un gros lob. Il le fait très très peu. C'est Mhm. tout square, très très square. Et donc ça a été, il m'a fallu du temps, il m'en faut encore pour ingurgiter tout ça. Ouais. Et ça permet de garder le chemin en ligne. Exactement, chemin en ligne, sortie de club. Alors on le voit sur une photo Mm. que j'ai postée, il se met juste à ma À la gauche, sortie. Ouais. voilà, à la sortie, et il veut que le club sorte devant lui. Alors j'avais l'impression évidemment que j'allais le toucher. Moi j'ai été très habitué à faire l'inverse, c'est-à-dire à venir couper et Ouais. à tirer à gauche pour donner de l'effet. Ouais. Lui, non, lui, il faut vraiment sortir en ligne. Donc ça, c'était un gros exercice avec lui. C'est clair. Ben, dis donc, et tu seras un bon pédagogue. Hein.
En tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses et je les ai en vidéo. Donc, j'ai été voir aussi Dave Stockton, avec qui j'ai fait beaucoup de putting aux US là, il y a quelques années. On avait fait aussi du petit jeu, donc j'ai aussi quelques vidéos là-dessus et des notes. C'est sûr que j'ai appris de ces mecs-là, et ça, Et c'est c'est super. incroyable comme on a une richesse et une diversité des styles et des préférences au petit jeu. C'est incroyable. Ouais, bien sûr, on est impacté aussi par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, donc c'est sûr que ça vous forme. Et puis c'est génial, c'est qu'aujourd'hui je peux prendre certaines choses de certaines personnes, et ça donne tout ça, ouais. Greg, j'espère que tu as pas mal au bras à tenir la caméra devant. Non, non, t'inquiète, je la tiens bien, il n'y a pas de souci. Parce que tu vas dire, les interviews avec Michel, je ne veux plus en faire parce que je me fais la musculation, j'en peux plus, ça me fatigue. Parce que nous, on ne fait pas en 5 minutes. Hein. Chez nous, on fait durer. Ah ben écoute, c'est bon quand ça dure, il n'y a pas de souci. Bon, ça va. Alors, on va faire un petit bond en arrière, mais parce que nous, on a aussi une philosophie dans nos programmes, mais c'est une bonne philosophie. On se dit, ce que l'on fait dans la vie résonne dans l'éternité. Elle est pas de moi, hein. Elle est du célèbre film Gladiator, mais on a beaucoup de respect, en tout cas avec voilà, tout mon réseau, pour les gens qui ont fait des grandes choses, parce que pour nous, c'est éternel. Et Tu as raison. on est très admiratif de ce que tu as fait à l'US Open. C'était des moments incroyables. Mm. Je ne voudrais pas plonger sur le résultat, tout ça. Je veux pas revenir. Je veux juste parler avec toi de la pression. Et là, dans ces moments-là, on a une double pression parce qu'il y a la pression de l'événement, donc qui est naturelle, hein, qui est là. Hein, on ne peut pas dire il n'y a pas de pression. Hein, on voit qu'il se passe quelque chose. Hein, c'est là, le dernier tour, dernière journée, on est en position. Mais il y a aussi la pression de l'homme, de Tiger Woods. Mm. Est-ce que ça fait donc deux choses? Hein. Ouais. C'est pas rien. Il y avait effectivement deux, trois raisons pour avoir pas mal de pression ce jour-là. Et c'est vrai que de jouer avec Tiger, ça a été déjà quelque chose de très important pour moi, parce que ça me tient à cœur d'avoir cette richesse de carrière dont tu parlais. Et c'est vrai que ça apportait, entre guillemets, une corde à mon arc à ce moment-là. Mes parents étaient là, c'était le dernier tour d'un US Open à Pebble Beach, qui est peut-être le plus beau golf du monde, voire l'un des 5 plus beaux. Ouais. Pour jouer la gagne dans un tournoi majeur. Bon, le tableau était clairement absolument incroyable ce jour-là, et je savais d'où je venais, puisque j'avais rentré un putt probablement d'une vingtaine de mètres pour me qualifier, enfin, et encore pour aller en play-off dans les qualifications pour l'US Open un mois plus tôt. Je m'étais qualifié en play-off avec mon super pote Jeff Lucas, on avait fait ça ensemble avec quelques copains. Bon, c'était une semaine hallucinante, une semaine incroyable. Et lorsque je rentre ce putt le samedi de 2 mètres, et que je sais en regardant le leaderboard que je vais jouer avec Tiger Woods le lendemain, c'est l'un des moments les plus forts de ma vie. Et Ouais, c'est clair. lorsque je suis au départ du 1, justement ce fameux lendemain, qu'il arrive sur le départ, les 5-6 minutes qui se passent avant que je tape mon tee shot, c'est les 6 minutes les plus incroyables de ma vie. C'est sûr. On est hors du temps là. Hors du temps, je sais pas si j'ai chaud, si j'ai froid, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai du mal à voir mes parents et mes potes dans le public. Jeff Luquin a une accréditation pour être dans les cordes, donc je sais que c'est mon seul allié ce jour-là, et je le cherche du regard en permanence. Et puis voilà, ce coup est tapé, ce coup est parti. J'ai réussi probablement, et je crois que tu veux revenir là-dessus, à m'échapper un peu mentalement, parce que Ouais. le starter à ce moment-là, au moment où Tiger est sur le départ, me dit mais vous êtes de France, vous êtes né où? Je dis je suis né à La Rochelle. Ah, ok, d'accord. Il me dit je connais très bien quelqu'un en France, c'est un très bon copain, vous devez Coco. peut-être le connaître. Je dis c'est qui c'est? Il me dit Coco Dupont. Je dis Coco Dupont, mais Coco, quoi. Il me dit pas non, il me dit pas n'importe qui, il me dit Coco Dupont, que j'adorais, que c'est un tel personnage, tu l'as connu. Bon, voilà, c'est Chantilly, c'est toute la splendeur, les grandes années de Chantilly, et on parle de Coco Dupont. Et à ce moment-là,
sort un peu Ouais. de ce qui se passe. Et ça m'aide énormément parce que si j'aurais clairement pu à ce moment-là tomber dans les vapes, ça aurait été pas loin d'être ce qu'il y avait un peu dans ma tête. Donc ça m'a beaucoup aidé. Oui. Grégory, quand Tiger Woods arrive, évidemment, il y a des acclamations. On dirait que c'est retour au monde, retour une entrée dans l'arène, comme les gladiateurs, et tout le monde hurle, tout le monde. Ouais, quand il arrive et qu'il te serre la main, il est sympa tout de suite ou il est plutôt un peu froid? Une présentation très classique de quelqu'un que je connais pas, donc Okay. pas froid, pas chaud, voilà, il se présente directement, regard profond dans les yeux, voilà, je te souhaite une bonne partie, puis après il va dans son sac, il prend ses marques, ses tis, ses trucs. Bon, classique, très classique, ni chaud ni froid. Et après, dans le courant de la partie, vous avez discuté? On discute un peu. Ça s'est détendu? Ça s'est détendu? Ouais, c'était assez. Alors lui part mal ce jour-là parce qu'il fait directement bogey. Il joue pas très bien, il loupe quelques coups, donc il est à ce moment-là, je le pense hors du coup après 6-7 trous. D'accord. Il est un peu énervé, et puis il recommence à un petit peu mieux jouer sur 7-8 et au 9, on commence à discuter un petit peu. On parle de nos enfants. Voilà, à ce moment-là, j'avais une fille, lui aussi. C'était à peu près l'anniversaire de sa fille et moi aussi, donc on en discute un peu. Et puis voilà, mais il a, avec mon accent, un peu de mal à me comprendre, donc il me dit quoi Je n'ai pas compris, tu as dit quoi Donc la discussion, elle n'est pas fluide, mais elle est somme toute assez agréable. Ça, c'était vers le 9, 10, 11 par là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a appris ce jour-là? En 2-3 échanges, on peut apprendre quelque chose d'une personne comme ça? Et bien justement, exactement ce que j'ai tout à l'heure dit avec toi, c'est-à-dire qu'au Qatar, je suis passé à côté parce que la partie me glissait entre les mains. Lui, effectivement, assez vite, il a su qu'il ne pourrait pas gagner, je pense, dans sa tête. Mais il a fini 4e en faisant une fin de partie que j'achète parce que sur les 10 derniers trous, il doit faire -2 et moi, je dois faire +2, je crois, ou +1. Ouais. Donc évidemment que j'achète ces derniers trous, même s'il était dans une moins bonne journée, moins bonne spirale que moi, parce qu'avec sa fin de partie, je gagne avec 2 points d'avance. Donc oui, il n'était pas dedans, mais au bout du compte, j'avais pris beaucoup d'avance sur lui après 7 trous, parce qu'il devait être +2 ou +3 et moi je devais être -2. Mais au bout du compte, il finit 2 points derrière moi et il fait 4e de l'US Open, sachant qu'il était bien déçu. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il ne t'aurait pas dit par hasard, au golf, il faut rester calme en toutes circonstances? Est-ce qu'il n'a pas eu des paroles comme ça? Non, non, il m'a pas dit ça. Il m'a encouragé sur le dernier putt, Mais alors, voilà. lorsqu'il rentre sa balle au 18, il finit il fait un tapis pour part, il loupe le birdie et il va pour ramasser sa balle dans le trou. Et au moment de ramasser la balle, il me regarde et il me dit en anglais, voilà, allez, celui-là, il faut le rentrer, c'est maintenant. Ouais. Voilà, du style, oh, c'est celui-là, voilà. Tu sais quoi et c'est marrant parce que quand il m'a dit ça, je me suis dit, tiens, lui, celui-là, il le louperait pas si jamais il devait le putter. Et c'était, ça m'a presque un peu. Son cadet me l'avait dit au 17 et lui me l'a dit au 18. Ça m'a pas sorti du truc, mais bon, disons que j'avais pas besoin de ça. Je savais qu'il fallait le rentrer quand même, le putt. Voilà. Je voulais avoir la certitude de ta part parce que j'en avais entendu parler justement de cette phrase et mais c'est bien que tu me la confirmes toi parce que tu sais tout ce qu'on peut entendre. Je préfère quand c'est l'intéressé qui s'exprime. Et quand Tiger Woods te dit ça, la manière dont il te l'a dit, en gros, c'est un encouragement dans le sens où, allez, on est là, quoi. Vas-y, c'est maintenant. Donc, mais je pense que si c'est pas Tiger Woods, si c'est quelqu'un d'autre qui dit, allez, hein, c'est celui-là, je pense que tu n'en as pas besoin, quoi. C'est quand même. Bon après c'est très sympa de me l'avoir dit et mais ça a contrasté avec tout le reste de la partie où finalement il était vraiment dans son truc et moi j'étais dans le mien. Voilà, il y a entre guillemets on dépassait pas ce cadre qui tout à coup a changé. C'est comme s'il était sorti un peu de tout ce qu'il faisait depuis 4 heures avec moi. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a un peu sur le moment interpellé. Ouais. Victor Dubuisson qui est passé dans notre programme au cours d'une très longue interview.
euh, nous a indiqué que à la fin, dans ces moments-là, il y a des choses qu'on ne contrôle plus. C'est-à-dire que on n'est plus du tout là en train de dire c'est moi qui vais gagner, je suis sûr de mon coup. Il y a toujours quelqu'un qui peut arriver de derrière qui fait un score plus bas. Complètement. Il y a toujours un aléatoire. Et il faut à la fin être voilà, on peut plus chercher le contrôle, on observe. Mais à la fois, on peut aussi avoir entendu de la part de beaucoup de joueurs que la victoire, il faut aller la chercher. Et des fois, on a vu même Tiger Woods aller chercher des birdies à la fin pour gagner un tournoi. C'est déjà arrivé. Et on était là, même en commentant le golf, en disant là, il va chercher la victoire. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller la chercher ou il faut l'attendre? Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Alors, on ne peut pas tout contrôler. Je suis d'accord avec Victor sur le fait qu'il faut faire de votre mieux pour réaliser une bonne performance et une bonne semaine. Et que s'il y a quelqu'un derrière qui fait 62 le dernier tour, ça, on ne peut pas aller le chercher. Mais parfois, et je dirais 9 fois sur 10, ça se joue un tournoi, malgré le fait qu'il y ait 4 tours de 18 trous, se joue un point, très très souvent. Il y a même régulièrement des playoffs. Et c'est vrai que sur un changement de décision, sur un coup de bluff, sur un coup de poker, vous pouvez aller remporter un tournoi alors qu'il ne vous était pas destiné au moment présent. Je pense qu'il y a effectivement des tournois que vous pouvez aller chercher. Mais une stratégie d'attaque sur 10, 11 trous pour en faire la différence, je ne pense pas qu'elle soit forcément payante. Par contre, oui, aller chercher un par 5 alors que ce n'était pas prévu ou tenter parce que vous avez déjà 10 ou 15 victoires sur le tour, une victoire en plus, parce que si jamais vous passez à côté, ce n'est pas très grave. Oui, je vois ça. Et j'ai eu une discussion avec Martin Keimer il n'y a pas très longtemps, justement au Qatar. On était à la salle de sport, il avait joué avec Adrien Sadier le dernier tour, Adrien qui avait terminé deuxième. Et il m'a dit, Adrien, pour moi, tu lui diras, je n'ai pas osé lui parler, mais aujourd'hui, pour moi, il aurait dû gagner parce qu'il a trop joué les milieux de green et il a trop joué une stratégie. J'avais l'impression que ce n'était pas lui. Et pour moi, il aurait dû un petit peu plus tenter pour aller chasser cette victoire parce que, vu son niveau de jeu, des deuxième, troisième, quatrième places, il en fera plein. Et des victoires, on ne sait pas comment ça se passera, on ne sait pas le déroulé de sa carrière. Et aujourd'hui, s'il avait joué différemment, il aurait pu aller la chercher. Et il m'a dit, si tu veux, tu diras à Adrien de venir me parler, moi, ça me fera plaisir. S'il ne veut pas me parler, il n'y a pas de souci. Et c'était intéressant parce qu'on peut aussi voir la chose comme ça. Et j'ai trouvé que ce discours était bon. Et venant d'un ancien numéro 1 mondial, bien sûr, très riche. Mais effectivement, là où je rejoins complètement Victor, c'est que le mec qui va faire 66 ou vous qui êtes dans une mauvaise journée, on ne va pas d'un claquement de doigts inverser les choses comme ça. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Alors, dernière question avant un petit break. Parce qu'après, il y aura les questions des internautes. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a sélectionné quelques-unes. Dernière question sur cette première partie. Finalement, on dit toujours qu'on se prépare mentalement. Et je sais aussi que tu as fait de la prépa mentale avec Josh Van Chipout. Ouais. On dit toujours qu'on se prépare mentalement aux choses, mais je pense qu'il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas se préparer. Et qu'il faut avoir vécu une fois pour se dire ça y est, je l'ai vécu, j'ai au moins compris pour la prochaine fois. Oui. Comment Très bon exemple. Donc, dernier tour du US Open, dernier putt. J'ai un putt de 2 mètres. C'est grosso modo bord droit, la ligne. Bord droit un peu fort, tu vois, ou juste extérieur du trou, si jamais je la joue un peu plus doucement. Et je fais un pull. C'est un peu de droite-gauche. Et c'est vrai qu'après coup, j'ai remarqué, après avoir analysé tout ça, que sous pression, lorsque j'ai un peu de droite-gauche, très souvent, je loupe à gauche. Pardon. À gauche. Souvent, je pars avec la balle, en fait. Tu vois, j'accompagne la balle. Un an passe, je me retrouve au 18 du British Open, c'était en 2011. J'ai un putt de 2 mètres, droite-gauche, pour faire le cut le vendredi. Et je repense à ce moment-là. Je me dis, tiens, Greg, tu as loupé ce putt, machin. Tu avais donc analysé que ce putt est droite-gauche. Fais attention à ne pas faire ce problème technique qui te crée ce mauvais coup. Donc, sur lequel, d'ailleurs, je m'étais entraîné. Je putt et je fais un putt parfait. La balle sort juste extérieur du trou, revient dans le trou, je passe le cut. Donc,
évidemment, ce qui s'est passé pendant cette US Open, et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place dans une carrière, m'a servi, même si sur le coup, ça a été une immense tristesse et c'est encore un peu une déchirure aujourd'hui. Ça m'a servi pour la suite et notamment pour faire ce cut à Royal Saint-Georges, c'est le British que Darren Clarke a gagné, pour faire le cut sur ce dernier trou. Et c'est évidemment un exemple qui pourrait en amener des centaines d'autres et qu'il faut avoir parce que si vous n'avez pas ces exemples-là, c'est que vous n'apprenez pas de ces coups-là et on apprend probablement plus dans ces moments-là que dans des moments où on réussit tout, puisqu'il n'y a pas grand-chose à retenir quand on réussit tout. Greg, on marque une pause. On reprend Grégory avec vraiment, déjà vraiment un grand merci parce qu'on était à mi-chemin là et tu nous as donné des informations introuvables dans n'importe quelle presse, hein, dans n'importe quel livre. C'est gentil. Introuvable. Merci beaucoup pour ça. Alors, les internautes t'ont posé des questions. Alors là, tu sais, c'est comme un aéroport, hein. Ça part dans tous les sens. Ah ben, j'ai l'habitude, t'inquiète. Alors, Alexis te demande donc la collaboration. Alexis qui est pro au Maroc, te demande, Alexis Cocheteux, la collaboration avec Josh Van Siephout. Qu'est-ce qu'il en ressort? Écoute, il va falloir que je sois bref parce que je pourrais t'en parler Oui. pendant des heures. Oui. Déjà, je l'ai contacté parce qu'on était avec Benoît, donc Benoît du Colombier, mon coach depuis toujours. On était face à une impasse en 2007 parce que début juin, je jouais vraiment bien, vraiment très bien, et je ne faisais pas les résultats. Je faisais quelque chose, je ne faisais pas les résultats qui allaient avec ce niveau de jeu. Donc il me dit, écoute, il faut que tu ailles voir quelqu'un, et moi je sais qu'il faut que tu ailles voir, il faut que tu ailles voir Joss, qui était sur le tour et qui était que j'osais à peine contacter, puisqu'il était avec les Arniels, Retty Gulson, Thomas Bjorn, etc. Tous ces mecs-là, il était vraiment avec toute cette crème de joueurs. Et donc j'ai été le voir, je lui ai dit exactement ce que je viens de te dire, voilà. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Il me dit, pas de problème, on va travailler ensemble. Il a effectivement axé son travail sur certains points, et notamment l'un qui m'a beaucoup aidé, c'est le back eight qui a été mis en place au tennis, que lui a importé au golf. Il me dit, je veux que quand tu montes le club, tu penses à back, et au moment de l'impact, tu penses à hit. J'ai ok, très bien. Donc je fais ça, et puis je loupe un coup à droite. Il me dit, le hit, il n'était pas un petit peu avant l'impact? Je fais, ouais, je crois qu'il était juste avant. Très bien, recommence. Et on a fait ça. Il me dit, tiens, là, tu as tapé un bon coup. C'était pile à l'impact. Je fais, ah ouais, je suis hyper content, c'était pile à l'impact, etc. Et on a bossé comme ça pendant des jours et des jours. Et franchement, on y a passé un temps incroyable. Et puis est venu le Key Club en juillet 2017. Je termine troisième. Et la semaine suivante, Loch Lomond, donc Open d'Écosse, que je gagne en dernière partie contre Mickelson. Donc là, une progression incroyable. Mais quelque part, Benoît me dit, c'est juste au niveau de jeu, on a juste réussi à cliquer les choses qui allaient ensemble. Et notamment ce back eight. Et puis quelques années plus tard, je parle avec Joss avant qu'il décède malheureusement. Et il dit, mais ce back eight, c'est quoi le truc, etc. Mais il dit, le truc, c'est quoi? C'est de te sortir de toutes les pensées techniques que tu peux avoir et de focaliser ton esprit sur deux choses, back et hit, qui sont somme toute assez simples et qui vont surtout t'empêcher de penser à tout le reste que tu avais dans la tête. Il me dit, tu étais dans un espèce de marasme mental qui t'a emmené partout, tu étais nickel mentalement, il a fallu, et tu étais nickel techniquement, physiquement, il a fallu juste t'amener à jouer au golf, et c'est comme ça que je m'y suis pris. Et donc, ça a été une espèce de diversion qui a été extrêmement payante. Après, quand on s'entraînait, il fallait que je vise la chose la plus petite possible. C'était vraiment, il fallait que j'arrive à voir la petite feuille, etc., pour vraiment focaliser son esprit sur quelque chose de tout petit, parce que il vous expliquait, quand tu vises quelque chose de large, et ben, tu vas louper cette chose large. Quand tu vises quelque chose de petit, tu vas louper cette chose de petite, mais par rapport à cette chose-là. Et dernière chose, il m'a appris à toujours parler en moi positivement. Il m'a dit, je vais te donner un exemple, et qui parle, je trouve très bien. Il me dit, si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, tu vas penser à quoi? Je fais, bah, un éléphant rose. Il dit, c'est exactement pareil lorsque tu te dis, il ne faut pas que j'aille dans l'eau. Voilà, tu vas penser à l'eau. Il dit, je veux que tu penses, tiens, je veux me mettre partie gauche du fairway. Je veux penser à une voiture bleue. Mais je ne veux pas, ça ne marche pas, parce que la négation, le pas, l'esprit ne le retient pas. Si je te dis, tu ne veux pas penser à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. Pense à un truc, c'est que le pas n'existe pas dans l'esprit. Et ça m'a énormément aidé. Voilà, ces 3 points ont été les 3 axes principaux du travail que j'ai fait avec Joss.
Le back hit arrive de Timothy Gallwey en 1983 dans le jeu intérieur pour le golf. Et ben voilà, il l'a tout simplement adapté quelques années plus tard. Et c'était exactement ça, c'était ce que tu as dit, c'était pour enlever les pensées mécaniques, parce que Timothy Gallwey avait fait pas mal de coaching également dans le tennis, et c'était parti même à la source du tennis pour que les gens arrêtent de penser à leur mouvement, à la mécanique de leur mouvement, et ils devaient dire bon coup, bon Ben coup. voilà. Voilà. Et c'est parti Écoute, de là. c'est exactement comme ça Comme ça, comme quoi certaines choses ne périclitent jamais. Ah non, ça c'est sûr. On peut regarder, lire des bouquins comme ça, vieux de 20 ans, regarder des vidéos de Ben Hogan et de Walter Hagen et vous ne vous tromperez pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est quand même incroyable que quand on donne des conseils justement à quelqu'un comme toi qui est déjà pas mauvais mentalement, ça soit aussi simple. Ouais, oui. Bon, le compliqué, j'ai au fur et à mesure du temps essayé de le mettre le plus possible de côté. Dans ce sport, il faut vraiment simplifier les choses et ça a été une manière de faire, ouais. Quand on voit ton swing, j'ai encore vu un swing il n'y a pas longtemps que tu as mis en ligne, c'est quand même très très simple. Quand je t'ai connu à l'école fédérale à Montpellier, tu nous parlais de ton swing, c'était quand même très très simple à chaque fois. Hein. Ouais, ça a été le but tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière et des coachs que j'ai eus. J'ai eu Anne Leconia il n'y a pas très longtemps, à qui je dois tout, à qui je dois l'amour que j'ai pour le golf, clairement. Elle m'a vraiment profondément imposé cet amour que j'ai aujourd'hui pour ce sport. Et puis Benoît, maintenant depuis 20 ans, c'est vrai que ces deux coachs sont déjà particulièrement très très bons, très très performants. Et puis j'ai une relation. Alors parce que Anne, je l'ai perdu de vue, mais j'avais une relation assez fusionnelle avec elle à l'époque. Et aujourd'hui, avec Benoît, c'est vrai que c'est une relation toute particulière, bien sûr. Le passage de Anne et de Benoît ont été très, très, très appréciés par tout le monde. Il y a donc la fusée de lancement et après, il y a le relais. Ouais. C'était top. En tout cas, alors Claude te pose la question. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis tes débuts sur le tour jusqu'à de nos jours? Qu'est-ce qui a le plus changé? Alors écoute, qu'est-ce qui a changé? Je dirais que aujourd'hui, c'est devenu très sérieux, très appliqué. Tout le monde se couche à la bonne heure, tout le monde fait le sport qui va bien. Et ça l'était quand même un peu moins à l'époque et encore moins avant moi, parce que déjà on disait ça, moi quand je suis arrivé, qu'avant c'était quand même un peu roots par rapport au moment où je suis arrivé. Donc ça s'est vraiment extrêmement professionnalisé, beaucoup plus de temps dans la salle de sport est passé par chaque joueur. C'est sûr que cet aspect physique, et c'est une très bonne chose, a pris vraiment une ampleur impressionnante. Pas trop au moment de Tiger Woods, qui pourtant l'avait dans un premier temps amené, mais plus au moment des Justin Thomas, Bubba Watson, tous ces mecs-là. C'est vrai qu'ils, Dustin Johnson, Bruce Koepka, bien sûr, ils imposent une espèce de nouveauté physique à ce sport et ils ont des telles performances, Rory notamment, que cette dynamique sportive est aujourd'hui absolument incontournable. Et les frappes de balles sont aujourd'hui surpuissantes. Moi, lorsque j'étais donc entre 2007 et 2011, qui sont mes meilleures années sur le tour, j'avais une vitesse de club de 107, 108 miles par heure. Donc tu verras de quoi je parle avec le Trackman. J'étais dans la moyenne à peu près des joueurs. Aujourd'hui, je dois être à 111, 112 et je suis dans les plus courts. Donc, je suis plus puissant et pourtant, par rapport à la moyenne des joueurs, je suis plus court qu'avant. Donc ça a énormément changé. Lorsque je suis passé pro, et tu verras probablement de quoi je parle, on nous apprenait pas mal à jouer devant un bunker lorsqu'il y avait un bunker à 240 mètres du départ, de milieu de green lorsque le drapeau était collé à droite au bord de l'eau. Aujourd'hui, non, on va vous apprendre à taper au-dessus du bunker qui se termine à 280 et aller chercher ce drapeau parce que vous avez un plus petit coup et qu'il faut faire des birdies. La mentalité a changé, donc elle a changé, mais elle a changé parce que le jeu a changé aussi. Donc la mentalité a évolué avec ce jeu. Et puis, je dirais que la densité des joueurs est beaucoup plus importante aujourd'hui. Le ventre mou est beaucoup plus riche. On a toujours ces joueurs qui dominent, comme à l'époque, certains joueurs dominaient, comme Bernier, notamment Thomas Bjorn. Aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui dominent ce circuit européen.
Donc le nombre de joueurs qui dominent n'a pas changé. Par contre, le nombre de joueurs qu'il y a dans le ventre mou du tour est aujourd'hui extrêmement impressionnant. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui est capable de gagner un tournoi lorsqu'il plante le tee au départ du 1 le jeudi est très impressionnant, je trouve. On est passé quoi? Au moins à la moitié du champ qui peuvent gagner? Ah oui, même un peu plus. D'accord. Même un peu plus, ouais. Effectivement. Alors Jean-Philippe Rocher, qui est pro, te pose la question, et il reste 3-4 questions. Hein. Après, je te libère, tu vas repartir voir tes enfants. Pas de souci. Comment as-tu vécu la saison sur le Challenge Tour? Un peu comme un pèlerinage. J'avais tellement été dans une protégé, dans un espèce de cocon sur le Tour européen pendant 18 ans, que j'ai presque pris ça comme un challenge de remonter sur le Tour en repartant sur le Challenge Tour. Déjà, j'avais cet objectif et c'est pour ça que j'y suis retourné, évidemment. Mais il a fallu quelque part que je me fasse mal et que je me prouve que j'en étais capable de remonter. Comme ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt, dans la question précédente, sur le Challenge Tour aussi, ça joue très bien. Et il y a ce top 15 qui est vraiment, je trouve, très dur à choper parce qu'il y a un vrai haut niveau de tout un tas de mecs qui méritent de rester longtemps sur le Tour et même de gagner. Et ça a changé par rapport à avant. Je trouve que ceux qui montaient du Challenge Tour avant n'étaient pas aussi près que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça a été déjà assez dur de terminer dans les 15. Et d'ailleurs, j'ai échoué puisque j'ai terminé 28e en faisant une saison pas si mauvaise que ça. Mais cet objectif de remonter sur le Tour n'était pas très loin d'être atteint puisque avec ça, j'avais une catégorie sur le Tour européen qui était une très mauvaise catégorie. Mais malgré tout, j'en avais une parce qu'il aurait été hors de question de continuer par contre sur le Challenge Tour. Ouais. Donc je savais que je reviendrais jouer quelques tournois sur le Tour européen et que si ça devait s'arrêter, ça s'arrêterait en tout cas en tant que joueur du Tour européen. Mais je suis quand même allé aux cartes et j'ai terminé deuxième. Et ça a été une vraie satisfaction, l'une de mes plus grandes satisfactions sur ces 20 années, parce que j'ai pu sur 6 tours montrer que j'étais vraiment encore capable de performer. Et ça a été quelque chose d'important pour moi. Donc de remonter de cette manière, ça a été une bonne chose. Mais c'est sûr que de repartir sur le Challenge Tour avec le Moonbag, sans cadet, plus de coach physique, plus d'ostéo, le camion physio, toutes les courtes écarts, les fastes du Tour européen et les prize money qui vont avec, bon, c'est sûr que ça a été quelque chose, mais comme je t'ai dit, un peu comme un pèlerinage, je suis content de l'avoir fait. Bon. Pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Bravo. Hein. Thierry Tager, qui est pro aussi. Alors, Thierry Tager, mais c'est pas Tiger, hein, c'est Tager. Te demande comment tu fais pour doser tes coups entre 40 et 90 mètres. Je ne sais pas pourquoi 40 et 90, hein, je ne sais pas, mais voilà, c'est la question. Écoute, alors c'est quelque chose que je bosse beaucoup depuis que j'ai le Trackman. Je trouve que le Trackman m'aide énormément sur les distances justement intermédiaires, dont celle-ci. J'ai aujourd'hui, avec chaque wedge, et j'ai 4 wedges, j'ai un 62 degrés, un 58, un 52 et un 48. Et avec chaque club, donc avec ces 4 clubs, j'ai 4 distances. D'accord. Ce qui fait donc 16 distances. Et je couvre grosso modo entre 50 et 120 mètres. Donc j'ai 16 distances. 16 distances pour une soixantaine de mètres. Donc je couvre grosso modo à peu près, on va dire, tous les 3 mètres avec tout ça. Comment je fais? J'ai une distance normale, on va dire par exemple, prenons le 52 degrés, j'ai une distance normale en prenant le grip normalement. Donc là, je vais faire grosso modo 106 mètres. Ensuite, je vais prendre le grip en bas presque au shaft. Là, je vais perdre une quinzaine de mètres, donc je vais faire 90-92 mètres. Et ensuite, j'ai ce que j'appelle le bras à 9 heures. Donc, je vais avoir le bras qui va être le bras gauche pareil. donc, lorsque j'ai le grip normal, donc la pleine distance est 106 mètres. Lorsque j'ai le bras à 9 heures, je vais faire grosso modo, on va dire 100 mètres. Ensuite, j'ai la balle dans le stance. Si j'ai la balle plus à gauche dans le stance, je vais faire une balle plus haute, mais je vais encore perdre quelques mètres. Et si j'ai la balle plus à droite dans le stance, je vais gagner quelques mètres. Et donc, je couvre comme ça 4 distances par wedge. À chaque fois, non. Alors,
Oui, non, en fait, ça fait 8 distances. Tu vois, je me perds dans les chiffres parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été sur le practice. Donc, ça fait 32 distances puisque je me reprends et tu me dis si jamais tu me Mais perds. même moi, j'étais noyé, donc t'inquiète pas. Alors, je reprends. Je prends le grip normal sur un coup de 52. Je fais un coup normal 106 mètres. Je fais ce coup avec le bras à 9 heures. Ça me donne une deuxième distance. Je fais ce coup bras à 9 heures avec la balle plus à gauche dans le stance. Ça me donne une autre distance. Et je fais ce Avec coup à 9 droite, heures avec la balle plus à à droite. Ça droite, me donne une quatrième ça distance. fait 4. 4 distances avec ce coup-là. Je mets le grip. Je prends mon grip quasiment au shaft et je reproduis Ça ces fait 4 8. là. Ça fait Ça fait 8. 8. Et ça avec les 4 wedges. Donc ça fait 32 distances. 32 distances pour couvrir une soixantaine de mètres. Donc j'ai une distance tous les 2 mètres. C'est ça, puisque j'étais un peu perdu dans les chiffres. Et ça, je m'entraîne énormément au Trackman pour vérifier. Et je m'autorise à chaque fois que je m'entraîne. Donc j'ai un carnet où toutes mes notes sont marquées, où toutes les distances sont prises. Donc par exemple, grip court, bras 9 heures, balle à droite, ça va me donner telle distance, etc. etc. Et je m'entraîne tous les jours sur ces distances. Je me donne des petits challenges et j'accepte plus ou moins 3 mètres de faute. Pourquoi j'accepte 3 mètres de faute? Parce qu'un drapeau ne va être jamais plus près que 3 mètres d'un danger. Il va être par exemple 3 de l'entrée ou 3 du fond de green. Donc si tu arrives à avoir cette marge d'erreur, ça va. On est dans les clous. Si tu parles que chiffres, que mathématiques, tu es censé ne jamais apporter et créer le danger. Donc voilà, c'est mon entraînement et c'est un entraînement qui en plus est très sympa à mettre en place. Et voilà, c'est la plupart de la grosse partie de mon travail avec le Trackman, c'est là-dessus. Tu l'as dit rapidement, mais je vais juste le mettre en surbrillance. Donc tu as donc un dosage tous les 2 mètres. Oui, voilà, j'ai une distance tous les 2 mètres, entre 50 et 123 mètres exactement. Ouais. Alors Eric Augusta te pose la question suivante. Il y a des noms de guerre. Tiger, Augusta, on se régale aujourd'hui. Quand tu t'occupes des jeunes, quelle partie, est-ce que tu donnes un coup de main aux jeunes? Ça m'arrive, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes enseigner le plus aux jeunes et pourquoi? Écoute, là, ce qui est le plus facile pour moi aujourd'hui, c'est de voir qu'un jeune qui en général bien joué. J'ai encadré l'an dernier les équipes de France en Espagne. Là, je suis parti avec la Fédé de golf. On est parti 3 jours et j'ai encadré tout un tas de joueurs de très très haut niveau qui pourraient être pros quasiment. Et c'est sûr que j'ai mon œil de joueur du tour qui va voir quelles erreurs peuvent de temps en temps faire les joueurs. Donc ça va être des erreurs stratégiques, ou alors le mec va pas bien voir le vent, ou le chip va être joué de telle manière alors qu'il pourrait être réussi d'une autre, ou en tout cas envisagé différemment. Je vais vraiment avoir presque les yeux d'un cadet, enfin pas d'un cadet, mais d'un joueur qui se dit non, là, si tu as fait une erreur là, si tu as fait un mauvais coup et un mauvais score là, techniquement, je pourrais effectivement te dire des choses. On pourrait enregistrer ton swing et en discuter, mais on peut discuter de n'importe quel swing de la planète. J'ai même vu des gens critiquer et dire que Tiger Woods ne swingait pas bien. Bon, donc ça veut bien dire que l'enseignement est à l'infini. Donc ça, aujourd'hui, je ne suis pas extrêmement performant et je n'ai pas mes yeux assez habitués pour voir toutes ces choses-là. Par contre, j'ai mes yeux sur le fait que tu n'as pas bien vu le vent et que le trou 3 est à l'inverse du trou 2. Le trou 2, tu avais le vent avec et là, tu l'as bien géré. Pourquoi au 3, tu n'as pas surclobé parce que du coup, le vent est contre, que en plus le drapeau est au début du green et que l'erreur à ne pas faire, c'est justement de se tromper devant le green parce que tu as un obstacle d'eau. Et c'est des briefings-là que je vais avoir avec les joueurs aujourd'hui. Dans les décisions, beaucoup dans les décisions. Voilà, dans les décisions, prise de décision, et puis les routines. Je trouve que la routine est quelque chose de très important aujourd'hui, qui va vous permettre premièrement de réaliser et de reproduire les coups les uns après les autres avec performance, et surtout deuxièmement, et c'est là-dessus que je pense je m'en suis bien sorti dans les moments où j'ai eu pas mal de pression, et notamment à l'US Open, mais pas que. Quand on se réfugie dans une routine et qu'on se met mentalement dans un schéma à la réaliser et à vraiment passer les étapes les unes après les autres, du coup, vous sortez votre tête de tout ce qui peut se passer autour.
Donc, si tu penses à faire ton petit swing d'essai, à mettre ton grip ici, à faire ton waggle de telle manière, à mettre telle intensité, etc., le fait de penser à tout ça va te permettre de ne pas penser au reste, qui est, il y a du monde, on est au départ du 1 avec Tiger Woods, c'est l'US Open, il y a des gens qui te regardent, il y a quelqu'un qui a parlé là-bas, et tout ça, ça sort en fait. Et la routine, c'est là où c'est très important, c'est d'arriver à être un robot. Au bout du compte, qu'il y ait de la pression ou pas de la pression, il faut mettre la même intensité à l'entraînement ou dans une dernière partie du US Open, parce que c'est comme ça que vous arriverez à surmonter ces grands moments de pression. Voilà, c'est ce genre de discours que j'essaie d'apporter aux jeunes et aux moins jeunes lorsque je dois discuter et parler de choses et d'autres. Tu nous as fait un beau cadeau ce soir. Il y a 2 questions finales, mais elles sont plus sympas. Enfin, elles vont te demander moins ton côté de conseil, plus ton côté de personnel et de plaisir. Si tu avais une baguette magique et que demain tu puisses… Tu vois, j'enlève mes lunettes pour ces dernières questions. Il n'y a plus de soleil, il pleut quasiment ici. Mon Dieu. Alors, si tu avais une partie de rêve, une baguette magique, demain, la possibilité d'avoir… les enfants sont à la maison, ils sont calmes, tu peux partir au golf tranquille. Quel partenaire choisirais-tu sur la planète et sur quel golf irais-tu? Sur quel golf j'irais? Écoute, j'irais jouer probablement à Augusta. Et je ferai 27 trous parce que ces 9 trous de par 3 sont absolument incroyables et vraiment c'est un vrai bonheur. Donc je ferai le 18 et le 9 trous derrière. Et en partenaire, je prendrais probablement mon père et Ballesteros parce que c'était l'idole de mon père. Et moi je veux jouer avec mon père, donc déjà ça me ferait plaisir de lui faire plaisir. Et puis bon, de jouer avec Ballesteros, ça serait pas une mauvaise chose. Ouais. Et je pense que je mettrais Ben Hogan avec nous parce que Ben Hogan, pour moi, c'est comme le deviendra probablement Jack Woods ou Jack Nicklaus, c'est quasiment une divinité pour moi. Et lorsque je vois des vidéos de lui ou ne serait-ce que son swing, et j'invite ceux qui nous écoutent à aller le regarder si jamais ils ne le connaissent pas trop, c'est d'une classe et d'une modernité hallucinante. Donc voilà, la partie de mes rêves, ça serait Ballesteros, Ben Hogan, mon père et moi, à Augusta. C'est bien noté. Tu as bon goût. Dis-moi, est-ce que dans tout ça, je me suis dit, Grégory, au final, est-ce qu'il n'a pas une philosophie qui, de toute manière, le rendra toujours heureux? C'est ce que je me suis dit. C'est très personnel, hein, mais je me suis dit, il a un truc de différent, Grégory. Il a un truc de… Je sais pas. Écoute, les choses de la vie, les aléas de ce que la vie peut nous imposer parfois font que aujourd'hui, je suis quelqu'un d'extrêmement gâté, très clairement. Non seulement parce que j'ai pu vivre de ma passion, mais parce que j'aime profondément ce que je fais et vivre et être autant amoureux de son métier. C'est quelque chose de rare aujourd'hui et on peut le voir aux infos absolument tous les jours et il n'y a pas besoin des infos pour s'en rendre compte d'ailleurs. Maintenant, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance que mes parents, dans un premier temps, m'imposent ce sport parce que je n'aimais pas ça au début, et puis ensuite, à partir de 10-12 ans, notamment après avoir rencontré Anne, tomber d'un amour fou pour ce sport, c'est sûr que c'est une chance incroyable et j'espère que j'en profiterai encore de longues années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'épanoui pour beaucoup de raisons et c'est vrai que le golf en fait partie, donc j'espère que ça continuera. Oui. Tu te dis déjà que tu as déjà eu beaucoup de beaux cadeaux et c'est déjà une grande victoire. C'est ça que j'appelle la philosophie Grégory Avray. Je pense que tu as cette petite chose de différente de beaucoup. C'est possible. Et puis, toutes ces années aussi, j'aurais pas pu autant en profiter si j'avais pas eu une bande de copains vraiment, vraiment sympa depuis 20 ans. Et je ne vais pas tous les citer, mais bon, c'est vrai qu'Arab Jacquelin, avec qui je suis depuis le début, qui a été un peu le fil rouge, nous deux, sur le tour. Mais avant, Thomas Levet, Jeff Luquin, JB Gonnet, Christian, Jeff Remesi que j'adore, j'ai déjà dit. Et puis voilà, plus récemment toute la bande de jeunes avec qui je m'amuse, les Pavons, Langasque, Lévy, bref, Julien Ken. Julien Guerrier aussi. Il y en a énormément, Julien Guerrier avec qui je me suis régalé au dernier tour du Qatar là.
Et puis c'est beaucoup de talent, hein. C'est quand même aussi beaucoup de talent et c'est beaucoup de gens qui vous tirent vers le haut, hein. Moi, quand je fais des parties d'entraînement avec eux, et notamment à Bordeaux, ici au Golfe du Médoc, lorsque je pars jouer avec Mathieu Pavon, Julien Ken, bon, bah, si sur les vignes, tu fais pas -4, -5 ou -6, tu penses même pas gagner, hein. Donc, et c'est pareil sur le tour, lorsque je pars jouer avec, que je pars faire des parties d'entraînement. J'ai fait une partie d'entraînement au Qatar. Bon, on a fait une super partie et c'est un groupe de copains tellement riches. C'était Marcel Sim et Rab Jacquelin contre Nico Colpart et moi. Bon, c'était un bonheur incroyable. On est vraiment 4 copains et cette partie, c'était juste génial. Et bon, bah, pour la gagner, la partie, je peux vous dire, il faut se lever tôt et Raph l'avait gagné, mais ça tire vers le haut aussi, ces mecs-là. Donc je suis chanceux pour plein de raisons et notamment pour avoir créé aussi cette richesse d'amitié avec beaucoup de monde. Ouais. Grégory, merci pour le beau cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. Tu as été très généreux. Je pense que tout le monde va te mettre des tonnes de likes, de cœurs. Ah, j'espère. Hein. Je pense que ça va être un petit record. Merci pour tout. Est-ce que tu as un dernier message à passer ou est-ce que... Restez confinés. On est bientôt au bout. On va bientôt apparemment retrouver nos fairways dès que tout ça se termine. Allez direct au départ du 1, pas de practice, direct départ du 1 et profitez, faites des trous, profitez de ce que ce sport nous apporte parce qu'on a vraiment beaucoup de chance de faire ce sport merveilleux et on se rend compte d'autant plus lorsqu'on a un manque de liberté comme en ce moment. Donc voilà, portez-vous bien, la santé d'abord, mais le golf pas loin après quand même. Merci pour le privilège que tu nous as accordé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Merci infiniment. C'est un plaisir, à bientôt. À bientôt Grégory.